Bon, il est midi. On va commencer la présentation. Aujourd'hui, on est très fiers d'accueillir avec nous Hugues Power, qui est chercheur en modélisation de la croissance et du rendement de la forêt. Il est basé à la direction de la recherche forestière ici à Québec. Puis, c'est un diplômé de l'Université Laval qui a fait son bac en génie forestier, maintenant ingénieur forestier. Puis, il a fait son doctorat à l'UQAM. Puis, depuis 2012 déjà à la DRF. Fait que ça fait quand même quelques années. Puis, il va venir nous présenter ses travaux aujourd'hui. Fait que je te laisse la parole, Hugues. Parfait, merci Marc. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, ben, écoutez, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce midi pour vous parler de modélisation de la croissance et du rendement des forêts, directement en lien avec l'aménagement forestier. Donc, pour changer, c'est bon. Donc, aujourd'hui, la présentation, différents objectifs que je veux regarder avec vous. Le premier objectif, c'est de vous présenter les principaux modèles qui sont utilisés en aménagement forestier au Québec de nos jours, mais également faire un petit peu l'historique de ces modèles-là. Essayer de voir de où est-ce qu'ils sont partis pour arriver où on est aujourd'hui, puis voir aussi quels sont les nouveaux défis ou les enjeux qu'on a avec ces modèles-là dans le moment présent et pour le futur également, notamment en lien avec tout l'aspect des changements climatiques. Donc, les premiers modèles sur lesquels on a pu compter au Québec, c'est des modèles qu'on appelle ce sont des tables de rendement. Les tables de rendement, c'est la forme la plus simple de modèle de rendement forestier. Et c'est un type de modèle qui date de très, très longtemps. C'est également parmi les plus anciennes formes. En fait, les tables de rendement, en quoi ça consiste de manière simplifiée? C'est simplement une représentation de certaines caractéristiques dendrométriques des peuplements forestiers en fonction de l'âge de ce peuplement-là. Donc, vous voyez à l'écran un exemple quand même assez ancien d'une table de Bolgari-Bertrand pour des plantations d'épinettes blanches. Donc, on voit un peu ce que j'expliquais. À gauche, on a l'âge de notre plantation. Et à droite, bien, on va venir représenter une série de caractéristiques dendrométriques de nos plantations qu'on s'attend à avoir à un âge donné. Donc, ce type de modèle-là, c'est vraiment les premiers modèles qui ont été faits et c'est également parmi les premiers modèles qu'on peut recenser au Québec et qui ont été impliqués ou qui ont été appliqués à de l'aménagement forestier. Donc, parmi les premières références qu'on trouve, il y a entre autres les tables de rendement de Vézina et Lintot. Donc, quand on fouille un peu dans la littérature, c'est parmi les premières références qu'on voit arriver. M. Vézina et Lintot ont vraiment fait un travail de pionnier à partir du milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 60. Ils sont allés échantillonner des peuplements forestiers, d'épinettes noires et de sapins baumiers. Donc, probablement en hydravion à ce moment-là, peut-être même en canot. Donc, on était il y a très, très longtemps. Et avec leurs données, bien, ils ont pu faire les premières tables de rendement pour ces espèces-là. Ces tables-là, comme les tables les plus anciennes, c'était des tables qu'on appelait des tables normales. Donc, les tables normales, ce que ça implique, c'est que les auteurs ou les gens qui les construisent, qui les fabriquent, vont sélectionner arbitrairement des peuplements forestiers qui vont considérer comme étant non perturbés ou ayant une densité optimale. Donc, ce qu'on vise à représenter, c'est un petit peu le potentiel de production de nos peuplements forestiers. Avec ça vient certains inconvénients, c'est que quand on vient pour l'appliquer à l'ensemble d'un territoire, ce n'est pas tous nos peuplements forestiers qui ont ce stocking optimal-là. Donc, environ 10 ans plus tard, il y a Michel Boudou qui a publié également des tables de rendement pour l'épinette noire et le pin gris et le sapin baumier, mais il a également ajouté le pin gris. Et dans ce cas-là, il a pu tenir compte de la densité. Donc, on sortait un peu de ce paradigme-là de table normale. Donc, on avait des tables qui pouvaient être appliquées de manière un peu plus générale sur le territoire. Et une chose qui est importante ou qui est intéressante aussi, c'est que Michel Boudou, plutôt que d'aller lui-même récolter ces données en forêt, il a pu compter sur les premiers mesurages de l'inventaire décennal forestier au Québec. En 1970, le service des inventaires forestiers du ministère des Terres et Forêts
va mettre en place un grand programme d'inventaire forestier qui est encore suivi aujourd'hui, dans lequel on va implanter des milliers de placettes échantillons temporaires pour documenter le stock de bois qu'on a sur notre territoire forestier. Et il va également mettre en place des placettes échantillons permanentes, celles-ci pour suivre la croissance des peuplements. Donc, Michel Boudou, à ce moment-là, a pu tirer profit de ces premières mesures-là. Il y a également des travaux qui ont été faits sur les plantations à la fin des années 70, début des années 80. En 1960-70, on a beaucoup de reboisement dans le sud du Québec. Et à partir de 1970, on a également une intensification de la production de plants forestiers et également une intensification du reboisement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les années 70? Les concessions forestières qui avaient cours alors sont graduellement remplacées par un régime de gestion de forêt qui va être où le gouvernement du Québec va être gestionnaire de la forêt et on va se mettre à faire de plus en plus de reboisement. Donc, avec le reboisement qu'on fait, vient le besoin de connaître le rendement de nos plantations et l'âge d'exploitabilité pour être capable d'aller les récolter au bon âge, puis savoir combien de bois est-ce qu'on va être capable de produire. Donc, parmi les premiers travaux qui ont été faits sur les plantations, on a les tables de Bolgari-Bertrand, dont je présentais un aperçu dans ma première diapo. Et ces tables-là se concentraient sur les espèces de pins, les épinettes blanches, les épinettes de Norvège et le mélèze. Donc, en 1986, il se passe quelque chose en fait, c'est un événement majeur dans la gestion de la forêt au Québec. On a l'adoption de la loi sur les forêts par le gouvernement du Québec. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient abolir carrément le régime des concessions forestières et on vient signer des contrats d'aménagement et d'approvisionnement forestier avec des usines de transformation du bois. Et avec ces contrats-là, il vient la responsabilité de calculer et de respecter une possibilité annuelle de coupe. Donc, ce que ça implique de calculer une possibilité annuelle de coupe, ça implique d'avoir de l'information sur le rendement de l'ensemble des peuplements forestiers qu'on veut exploiter, qu'on juge exploitable. Et à ce moment-là, il y avait quand même un certain manque de connaissances sur du rendement de certains types de peuplements ou de plusieurs essences en reboisement également. Donc, suivant l'adoption de la loi sur les forêts, il y a des travaux qui vont se faire pour essayer de combler ces manques de connaissances-là. Il y a entre autres Jean-Pierre Carpentier qui va faire les premières tables pour les feuillus intolérants, le peuplier faux-trame et le bouleau à papier. Et en plantation, on a également la parution en 1996 des premières tables pour l'épinette noire. L'épinette noire, aujourd'hui, comme vous le savez probablement, c'est l'essence la plus reboisée au Québec. Elle a été reboisée de plus en plus à partir des années 70. Donc, jusque-là, on n'avait pas vraiment d'idée ou on n'avait pas de table locale pour prévoir le rendement de nos plantations d'épinette noire. Et les tables de Guy Préjean, Valère Bertrand et Lise Charette sont venues combler ce besoin d'information-là. Si on se transporte encore un peu plus tard, en 1998, il y a eu la parution des tables de rendement de Potier et Savard. Donc, c'est un document qui, les anciens forestiers dont je fais maintenant partie, vont se rappeler ce document-là. Donc, c'est un document quand même assez important qui venait faire un peu une grosse révision des tables de rendement qu'on avait au Québec. Jusqu'alors, c'était les tables de Boudou qu'on utilisait pour les principales essences résineuses, le sapin, le pin gris et l'épinette noire. Mais quand Michel Boudou avait fait ces tables, on avait seulement une portion du premier décennal d'inventaire forestier qui était réalisé. Donc, à ce moment-là, ça faisait que ce n'était pas tout le territoire qui était représenté dans les tables de Boudou. Puis aussi, les forestiers qui sont encore plus anciens que moi vont se rappeler que dans les années 70 et 80, il y avait une grosse épidémie de tordeuses, des bourgeons d'épinette qui se passait au Québec. Et ces tables-là étaient réputées pour être influencées par la tordeuse. Donc, en 1980, milieu des années 90, on a complété 2 décennales d'inventaire forestier. Donc, on a une base de données beaucoup plus solide pour prévoir le rendement de nos peuplements forestiers. Donc, ces tables-là de Potier-Savard vont couvrir les principales essences de la forêt boréale, vont être sensibles à l'indice de qualité de station, à l'âge et également à la densité des peuplements. Une chose importante aussi à considérer, les tables de rendement, généralement, vont être produites pour des peuplements qui sont de composition
pur, donc avec une seule essence et de structure équienne. Donc, quand on vient pour appliquer ces tables-là à des peuplements mélangés, bien, il faut faire certains artifices, comme par exemple pondérer la productivité. Si on a un peuplement de sapins et de bouleaux à papier, moitié-moitié, bien, il faut pondérer la courbe de sapin et pondérer celle de bouleau, puis faire une espèce d'amalgame de ces deux courbes-là. Ça implique de considérer que la croissance ou le rendement d'une essence en peuplement mélangé est la même que ce même rendement-là en peuplement pur, et c'est une hypothèse qui peut être contestable. Donc, les tables de Potier-Savard ont été utilisées jusque dans les années 2010. Également, dans le milieu des années 90, on commence à développer des modèles de croissance. Les modèles de croissance, c'est un type de modèle qui va être une évolution des tables de rendement ou c'est un modèle qui est plus compliqué un peu que les tables de rendement. Donc, qu'est-ce qui rend possible le développement des modèles de croissance au milieu des années 90? Deux choses. Je vous disais qu'au début des années 70, en plus des placettes temporaires, on a mis en place des placettes échantillons permanentes pour suivre la croissance des forêts. Contrairement aux placettes temporaires, les placettes permanentes, bien, elles ne livrent pas leur information dès l'implantation. Donc, il faut attendre de remesurer ces placettes-là pour être capable d'avoir accès à des données de croissance. Et donc, rendu dans le milieu des années 90, on avait déjà 2 à 3 mesures de ces placettes-là. Donc, on pouvait commencer à les utiliser pour faire des modèles de croissance. Et il y a également le développement de l'informatique. Dans les années 70-80, les forestiers travaillent avec un papier-crayon. Les tables de rendement ont l'avantage d'être facilement représentables sous forme de tableau en 2 dimensions. Donc, on a un âge, puis on a des colonnes avec le rendement de notre peuplement forestier. C'est facile à utiliser sans outils informatiques. Par contre, quand on arrive avec les modèles de croissance, bien, ces modèles-là vont s'alimenter de placettes échantillons et vont devoir être programmés, d'être diffusés sous forme de programmes informatiques. Et avec le développement de l'informatique ou la démocratisation, bien, à ce moment-là, on peut de plus en plus produire des modèles de croissance et les diffuser. La différence avec les tables de rendement, c'est que plutôt que de prévoir le volume à un âge donné, on va plutôt prévoir le changement des caractéristiques dendrométriques de nos peuplements forestiers. Donc ça va rendre l'outil beaucoup plus flexible qu'une table de rendement. Donc, il peut s'alimenter directement de placettes échantillons et prévoir l'accroissement de chacun des arbres ou de chacun des groupes d'essence dans nos placettes d'échantillons de manière indépendante. Donc, c'est mieux adapté pour les peuplements mixtes et ça permet finalement de simuler plusieurs trajectoires plutôt que d'avoir quelques trajectoires définies comme dans les tables de rendement. Donc, la fin des années 90 au Québec, dans l'aménagement forestier, début des années 2000, c'est un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, vous êtes probablement trop jeune pour vous en rappeler, mais en 1999, il y a un documentaire qui sort, ça s'appelle L'Erreur boréale. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est produit par Richard Desjardins et Robert Mondery. C'est un documentaire qui critique beaucoup l'aménagement forestier qu'on fait au Québec. Et ce documentaire-là a un écho très large dans la population. Donc, par la suite, dans l'année qui suit, si je ne me trompe pas, il y a la vérificatrice générale du Québec qui va faire un audit sur l'aménagement forestier au Québec et elle va demander à ce que le calcul de possibilités forestières soit audité. Donc, il y a un comité scientifique qui est formé pour analyser la manière dont on fait le calcul de possibilités forestières au Québec. Et parmi les recommandations du comité scientifique, on recommande de revoir les modèles de croissance pour les améliorer. Donc, suivant ces recommandations-là, la direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles va se faire confier le mandat de développer de nouveaux modèles de croissance, entre autres pour faire du calcul de possibilités forestières. Donc, il y a deux modèles qui vont être développés. Il y a d'abord Natura, qui est un modèle à l'échelle du peuplement, qui a été développé par David Potier, qui était professeur ici à l'Université Laval, mais qui avant travaillait à la direction de la recherche forestière, et Isabelle Auger de la direction de la recherche forestière. Natura va être développé principalement pour simuler le rendement des peuplements de la forêt boréale, les peuplements qui sont plus de structure équienne, parce qu'il va entre autres utiliser l'âge du peuplement dans ces variables qui vont lui permettre de prédire le rendement et la hauteur dominante.
Et il y a également Artemis qui va être développé par Mathieu Fortin et Luc Langevin de la Direction de la recherche forestière. Artemis, lui, c'est un modèle à l'échelle de l'arbre, donc à l'échelle de la tige individuelle. Et ce modèle-là va être développé en vue d'être appliqué dans les forêts du sud du Québec, les forêts feuillues. Donc, c'est un modèle qui s'applique bien parce qu'on a plusieurs essences. Et donc, le fait que chaque arbre soit simulé individuellement, chaque essence peut avoir sa propre croissance qui lui est associée. Et les forêts du sud du Québec, comme on le sait, sont des forêts quand même assez complexes dans lesquelles il y a une composition quand même élevée. En fait, une diversité plus grande d'essence. Et également, l'utilisation qu'on fait de chacune de ces essences-là est différente. Donc, le transformateur de bois de pâte, ce n'est pas le même que celui qui va prendre le sciage, ce n'est pas le même qui va prendre le déroulage. Donc, on a besoin d'informations plus détaillées, notamment sur les diamètres de chacune de ces essences-là. Donc, c'est pour ça que Artemis va être développé, pour essayer de fournir cette information-là. Donc, la première version de ces modèles-là a été produite en 2009. Par la suite, ces modèles-là, ils sont mis à jour périodiquement. Pourquoi est-ce qu'on met à jour les modèles? Pourquoi est-ce qu'on les revoit? Entre autres, parce que le mesurage des placettes échantillons permanentes se poursuivent. Donc, ça nous donne accès tout le temps à de nouvelles données. On peut, entre autres, valider la capacité des modèles à faire des prévisions qui se tiennent sur un plus long horizon de temps. Quand les modèles ont été développés initialement, on était capable de les valider sur environ 20, maximum 30 ans. Là, maintenant, on est capable de le faire jusqu'à 40 ans dans la plupart des cas. Et également parce que les conditions de croissance dans lesquelles on applique les modèles, elles changent également. Au début des années 70, la plupart des peuplements de la forêt boréale étaient originaires de feux ou d'épidémies sévères de tordeuses et boujons d'épinettes, par exemple, alors qu'il y a de plus en plus de peuplements maintenant qui sont originaires de coupes. Ça peut avoir des implications potentiellement sur la croissance de ces peuplements-là. Dans le sud du Québec, les peuplements ont été récoltés plusieurs fois avec des types de coupes différentes. Dans les années 70-80, on faisait beaucoup de la coupe à diamètre limite dans ces peuplements-là. On a passé à la coupe de jardinage dans les années 90 et là, on est de plus en plus vers la coupe progressive et régulière. Il y a l'effet des épidémies, il y a des ravageurs exotiques qui arrivent également et il y a tout l'aspect des changements climatiques. Donc, le climat de 1970, c'est plus le climat de 2025. Donc, de quelle manière est-ce que les modèles sont utilisés en aménagement forestier? Les modèles Natura et Artemis sont principalement utilisés pour faire des courbes de rendement de peuplement. Donc, avec une table de rendement, on a directement le volume de notre strate qui est prédit dans la table. Avec les modèles de croissance, il faut travailler un petit peu plus pour faire des courbes de rendement. Donc, de quelle manière est-ce que c'est généralement fait? C'est qu'on va sélectionner des placettes échantillons et ces placettes échantillons-là vont être associées à des strates d'aménagement. Donc, c'est ce qu'on voit sur le graphique à l'écran. Chaque petite ligne représente une placette échantillon et on va simuler l'évolution de ces placettes échantillons-là avec les modèles de croissance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner le départ de la simulation à l'âge de la strate d'aménagement à laquelle appartient la placette. Donc, ici, on va positionner, par exemple, les placettes qui appartiennent à la strate de 10 ans, la strate de 50 ans ici, 50, 60, 70 ans, etc. Et par la suite, on va ajuster une courbe de rendement. Donc, on va faire par une méthode de régression, on va venir ajuster une courbe de rendement à travers le faisceau de trajectoire des placettes échantillons qui sont prévues par le modèle. Donc, c'est la courbe verte qu'on voit ici sur le graphique. Et par la suite, les peuplements qui appartiennent à chaque strate d'aménagement, c'est les points qu'on voit ici. Donc, ici, on a les peuplements de 30 ans, de 50 ans, de 70 ans. Mais on va supposer qu'ils vont suivre l'évolution de la courbe verte pour la prévision de leur volume. Donc, un des enjeux qu'on rencontre avec les modèles de croissance, c'est tout l'aspect des changements climatiques. Donc, depuis leur création, Artemis et Natura intègrent des variables climatiques dans leurs prédicteurs. Donc, les deux modèles
ont comme variable qui les aide à prévoir le changement de volume, de densité, etc. Les normales de température annuelle moyenne sur 30 ans, puis les normales de précipitation annuelle moyenne sur 30 ans. Donc, on pourrait penser que pour faire des prévisions qui sont ajustées en fonction du climat futur, bien, on n'a qu'à faire changer cette variable-là dans notre modèle. Donc, fournir à notre modèle des températures annuelles moyennes et des précipitations annuelles moyennes qui vont changer pour avoir des prévisions ajustées. Mais par contre, on va rencontrer certains obstacles, entre autres parce que d'autres variables dans le modèle qui sont utilisées, qui sont corrélées avec le climat et qui vont limiter le gradient climatique des données de calibration du modèle. C'est en fait toutes les variables de classification écologique qui sont utilisées comme prédicteurs dans les modèles de croissance, mais vont venir un peu interagir avec le climat puis limiter l'effet du climat dans les modèles. Donc, Natura va utiliser beaucoup le sous-domaine bioclimatique comme variable explicative. Puis, quant à Artemis, mais Artemis a son propre jeu d'équations pour chaque végétation potentielle. Et si on regarde deux exemples ici de végétation potentielle qui sont très fréquentes au Québec, l'érablière à bouleau jaune et la pessière noire à mousse. Ici, on regarde le climat qu'on retrouve dans ces végétations potentielles-là, bien, on voit que le gradient climatique qu'on observe, par exemple, pour l'érablière à bouleau jaune, il va de 2,2 à 5 degrés Celsius. Donc, c'est un gradient qui est relativement limité. Même chose pour la pessière noire, où on a de moins 2 à 3 degrés Celsius. C'est un petit peu plus, un petit peu plus étendu, mais ça reste quand même relativement limité. Et le problème qu'on va rencontrer, c'est quand on se met à regarder les températures annuelles ou les précipitations qu'on s'attend à rencontrer sur ces végétations potentielles-là dans le futur. Si on prend deux exemples de localités qui ont à peu près les mêmes températures annuelles moyennes et qui sont représentatives de l'érablière à bouleau jaune et de la pessière à mousse, donc Mont-Laurier pour l'érablière à bouleau jaune et Chibougamau pour la pessière à mousse, bien, si on regarde la température annuelle moyenne qui est prévue à voir en 1971-2100, pour Mont-Laurier, on est à 8 degrés Celsius. Donc, on vient sortir quand même de beaucoup de notre champ d'observation de température qu'on a dans l'érablière à bouleau jaune. Et c'est la même chose pour la pessière à mousse. Et ça, ce que ça peut impliquer comme problème, vous avez ici un graphique, là, un exemple qui est tiré d'un article récent, c'est que si, par exemple, notre température annuelle moyenne est sur l'axe des X et que, par exemple, notre accroissement en diamètre est sur l'axe des Y et qu'on calibre notre relation avec une amplitude de température qui va de moins 1 à 3 degrés Celsius, mais on peut obtenir une certaine relation. Mais ça ne veut pas dire que cette relation-là, elle va tenir pour des observations qui sont dans un autre domaine climatique. Donc, tout ça, bien, ça nous amène à constater que la version de base d'Artemis et de Natura, ils sont plus ou moins bien adaptés à représenter l'effet des changements climatiques sur le rendement des forêts. Donc, depuis environ 4-5 ans, on travaille à essayer de rendre les modèles plus sensibles au climat. Et sur quoi on a travaillé beaucoup ces dernières années, c'est d'essayer d'intégrer dans Artemis des équations qui vont être plus sensibles au climat. Donc, on sait que le climat va probablement agir sur plusieurs modules du modèle Artemis. Donc, il va agir, entre autres, sur le module d'accroissement diamètre, de mortalité et sur le module de recrutement. Donc, on va essayer de remplacer les équations de base qu'on a dans Artemis, qui sont contraintes par les végétations potentielles, par d'autres équations qui vont être plus sensibles au climat, tant pour l'accroissement, la mortalité et le recrutement. Donc, pour ces nouvelles équations-là qu'on veut intégrer dans le modèle, on va essayer d'avoir des équations dans lesquelles les variables qui sont choisies vont être choisies pour contrôler les autres effets qui peuvent avoir un effet sur le phénomène observé, en plus du climat. Donc, pas seulement faire une relation entre l'accroissement et le climat, mais bien contrôler aussi pour les autres variables de station, par exemple, qui peuvent également avoir un effet et éventuellement des interactions avec le climat.
Et on veut éviter les variables qui limitent le gradient climatique, donc toutes les variables qui sont de classification écologique. Les variables de classification écologique, il y a une raison pourquoi est-ce qu'on les a utilisées dans les modèles à la base, c'est que c'est des variables quand même assez puissantes pour expliquer la croissance de nos forêts. Donc, c'est très commode, ça permet d'avoir des modèles qui sont plus précis, qui sont moins biaisés, et des modèles aussi qui vont faire des prévisions généralement qui vont être plus justes localement. Par contre, bien, comme je l'expliquais, ça vient enlever du gradient climatique et donc limiter la capacité du modèle à prévoir dans un climat futur qui change. Donc, il y a certaines équations qui ont déjà été faites par par différents scientifiques desquelles qu'on peut bénéficier. Donc, la première équation qu'on a intégrée à Artemis, c'est une équation où c'est un jeu de modèles qui a été développé par Loïc d'Orangeville. Je pense que c'est en 2018 qu'il avait publié un article avec des modèles d'accroissement en diamètre. Donc, Loïc avait utilisé des cernes de croissance qui provenaient de plusieurs milliers de placettes échantillons au Québec et ils avaient produit des modèles pour 7 essences de la forêt boréale. Et dans ces modèles, on retrouve d'autres variables qui vont venir contrôler pour d'autres effets autres que le climat, comme par exemple la dimension des arbres, l'âge, la compétition et les caractéristiques édaphiques. Donc, ces modèles-là, ben, ils rencontraient justement les critères qu'on s'était fixés. Et avec la collaboration de Loïc, on a pu les intégrer. Deuxième jeu de modèles qu'on a pu intégrer à Artemis, c'est des modèles qui ont été publiés par Gigi Wang en 2023. Ces modèles-là, c'est également des modèles d'accroissement en diamètre. Sont différents des modèles que Loïc d'Orangeville avait publiés en 2018. Plutôt que de se baser sur des mesures de cernes annuelles de croissance, ils se basent sur des mesures de placettes échantillons permanentes. Par contre, des mesures de diamètre d'arbre dans des placettes échantillons permanentes. Leur avantage, par contre, c'est de se baser sur une base de données vraiment élargie. Donc, on a des placettes sur un grand territoire au niveau des États-Unis et du Canada. Donc, on vient couvrir la très grande majorité du domaine de l'habitat des essences pour lesquelles les modèles sont produits. Donc, dans ce cas ici, c'était les 6 principales essences de la forêt boréale, les épinettes, le sapin baumier, le pin gris, le peuplier faux-tremble et le bouleau à papier. En parallèle, on a travaillé également à la direction de la recherche forestière sur le module de mortalité. Donc, on a publié l'année dernière des équations pour prévoir la mortalité de fond. La mortalité de fond, c'est qui survient, non pas lorsqu'il y a des catastrophes comme par exemple des feux de forêt ou des épidémies sévères d'insectes, mais c'est plutôt la perte d'arbres qui se fait annuellement dans chacun des peuplements. Donc, annuellement, il y a environ 1 à 2 % des arbres qui meurent, soit à cause de micro-perturbations ou de sénescence, et c'est ça qu'on essaie de prévoir avec ces équations-là, et c'est ce qu'on a besoin dans le modèle pour le module de mortalité. Donc, on a fait ces équations-là pour 9 essences de la forêt boréale en incorporant séquentiellement des variables qui étaient liées à la taille, à l'âge, à la compétition, puis aux caractéristiques édaphiques et au climat. Donc, l'ensemble de ces équations-là, on les intègre dans un schéma. Je vous présente ici un schéma là, qui représente de manière simplifiée la manière dont Artemis fonctionne. Donc, on va venir intégrer ces équations-là à différents niveaux pour faire nos prévisions d'accroissement en volume dans le temps. Donc, Artemis va s'alimenter de données d'inventaire de placettes échantillons. La première étape qu'on va faire, c'est prévoir le risque de mortalité de chacun des arbres. Et ensuite, on va simuler un accroissement en diamètre pour les arbres survivants. Donc, la mortalité va être prévue avec l'équation qu'on a développée à la DRF. Pour l'accroissement en diamètre, ça va être soit celle de Loïc d'Orangeville de 2018 ou de Gigi Wang de 2022. Et par la suite, on va également prévoir le recrutement de nouveaux arbres marchands. Pour l'instant, ça reste le module de base d'Artemis 2014, mais éventuellement,
En fait, prochainement, on vise à le remplacer par des équations qui vont être sensibles au climat. Et donc ça, ce processus de simulation-là se passe sur une période de 10 ans. Donc, à la fin de la période de 10 ans, on a nos données dendrométriques de nos placettes qui sont mises à jour. Et si on veut faire des prévisions à plus long terme, bien, on réinsère ces résultats de simulation-là au départ et on continue pour une autre période de 10 ans. Donc, ces nouvelles équations-là d'Artemis, ces nouveaux modules d'Artemis-là, nous permettent de faire des prévisions de rendement, d'évolution des forêts, dans lesquelles on peut amener avec lesquelles on peut alimenter avec des prévisions de changement climatique. La manière dont on les a utilisées le plus récemment, c'est en dérivant des modificateurs de volume à l'aide de simulation du modèle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modificateur de volume? C'est relativement simple. En fait, c'est un ratio du volume sous changement climatique sur le volume sous climat constant. Donc, ce volume-là est calculé pour chaque strate à chaque période d'évolution. Donc, l'avantage de travailler avec des modificateurs, contrairement à des courbes de rendement directement modifiées ou créées sous climat évolutif, c'est d'être capable de récupérer des courbes de rendement qui sont quand même déjà disponibles, entre autres les courbes de rendement du calcul de possibilités forestières ou d'utiliser également des courbes de rendement qui sont faites avec d'autres modèles. Dans des travaux antérieurs, on avait analysé la performance d'Artemis et de Natura sur les territoires sur lesquels les deux modèles pouvaient faire des prévisions. Et on était arrivé à la conclusion que dans la Pessière à Mousse, dans la Sapinière à Bouleau-Blanc de l'Ouest, Natura avait des meilleures performances qu'Artemis. Donc, avec le modificateur, ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher le signal climatique sur le volume et on peut l'appliquer à des courbes de rendement qui proviennent d'autres modèles. On peut le produire sur le volume total, mais le modèle fournit les extraits également pour le produire par essence. Donc, de quelle manière est-ce qu'on le dérive, ce modificateur-là? Je ramène le schéma que je vous présentais précédemment. Donc, ici, on a le même schéma que je vous ai présenté. C'est qu'on roule en parallèle deux simulations. Donc, on va se rouler une simulation dans laquelle le climat va changer, va évoluer dans le temps, et une autre simulation avec les mêmes équations, mais où le climat va rester constant. Et donc, à chaque période, on est capable de voir quelle est la différence des prévisions du modèle lorsque le climat change. Donc, ça, c'est un exemple d'ajustement d'une courbe de rendement à l'aide d'un modificateur. C'est pour une strate de sapin dans le sous-domaine bioclimatique 5S. Ce qui est encadré en rouge, c'est l'extrant, ou en fait, c'est l'extrant de la courbe de rendement de base. Donc, on a un âge, on a un volume qui est associé à chacune des âges. Donc, on vient positionner cette courbe de rendement-là en lien avec l'année de calendrier. Et avec notre système ici ou notre méthode, bien, on est venu calculer un modificateur de volume pour chaque année de calendrier. Donc, vu que le modèle fait des prévisions sur des pas de 10 ans, donc on va avoir un modificateur à chaque 10 ans. Et donc, on commence tout le temps à 1 parce que c'est le début de la simulation. Donc, le volume sous climat constant, sous climat évolutif, au début, il est le même. Et ce modificateur-là va pouvoir évoluer dans le temps, va pouvoir prendre une valeur qui lui est propre à chaque période de simulation. Et pour avoir un volume ajusté, on va multiplier le modificateur par le volume prévu par la courbe de rendement. Pour faire ces simulations-là, on a développé récemment, on est encore en train de la développer, mais ça s'en vient quand même bientôt. C'est une application Shiny Air qui nous permet de rouler des simulations avec Artemis, avec les modules qui sont adaptés au climat. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé de développer ça? C'est pour rendre disponible à des utilisateurs qui n'ont pas d'expérience en programmation un environnement qui est relativement facile à utiliser. Et un autre avantage également qu'on a, c'est que vu que les analyses statistiques se font souvent en R, on peut collaborer avec des chercheurs
Ça a été le cas avec Loïc, ça a été le cas avec Gigi Wang, qui nous fournissent directement leurs modèles sous forme R. Donc, les modèles, les accroissements, les équations d'accroissement de Loïc d'Orangeville puis de Gigi Wang qu'on a intégrées, les chercheurs nous ont sauvé leurs modèles sous forme RDS. Et donc, nous, on a pu les intégrer dans le package R d'Artemis. Le package, à ce moment-là, a seulement à fournir les intrants nécessaires à faire les prévisions. Donc, c'est ça. Oups. Donc, à quoi ça ressemble? Comment est-ce que ça se décline, cette application-là? Bien, on a une première page qui nous permet d'importer nos données d'inventaire. Donc, le modèle va toujours devoir s'alimenter de données d'inventaire. Donc, on a une page ici où on peut importer nos données. On peut les visualiser également dans un tableau. Et là, on va pouvoir faire des simulations avec ou sans données climatiques. Donc, si on fait des simulations sans données climatiques, c'est le modèle de base d'Artemis qui s'applique. Donc, on peut toujours appliquer Artemis normalement. On n'a juste à ne pas donner de données climatiques. Sinon, on peut importer nos données climatiques également pour faire les simulations. Ou si on ne les a pas, bien, on peut demander à l'application de les simuler avec l'application web, avec le serveur web de Biosim. Donc, l'application va envoyer une requête avec les placettes pour lesquelles on veut faire les simulations, leurs coordonnées, la durée de la simulation qu'on veut faire et le scénario de changement climatique qu'on veut générer. Et le serveur de Biosim va retourner les simulations. Le package va les mettre en forme pour pouvoir les utiliser par la suite. Par la suite, bien, on a l'environnement de configuration, de simulation. Dans cet environnement-là, on a fait le choix de laisser le choix à l'utilisateur de choisir le module d'accroissement, le module de mortalité. Éventuellement, ça va être la même chose pour le module de recrutement qu'il veut utiliser. Donc, plutôt que de se restreindre à avoir une seule équation d'accroissement diamètre, de mortalité, de recrutement, ou de contraindre l'utilisateur à aller seulement vers une seule équation, bon, on a décidé de laisser quand même le choix à l'utilisateur de choisir ce qu'il veut utiliser. Et je pense que c'est une approche prudente. Donc, ça permet de faire des simulations avec plusieurs équations d'accroissement de mortalité, de voir comment est-ce que les simulations qu'on fait avec ces différents modèles-là convergent ou divergent. Et ça permet d'éviter probablement les plus gros biais dans nos prévisions de rendement futur. Également, bien, on peut simuler avec un climat historique ou avec un climat évolutif. Et à la fin, bien, on a un environnement pour visualiser les résultats de nos simulations, où on peut avoir des graphiques, là, des variables dendrométriques par essence ou pour le total, et on peut exporter les données. Donc, jusqu'à maintenant, les équations qu'on a intégrées se concentrent beaucoup sur les essences de la forêt boréale. Donc, on veut rajouter des modèles, mais pour les essences qui vont être pour la forêt mixte ou la forêt feuillue. Pour ça, bien, on rencontre certains obstacles. Traditionnellement, avec les modèles, on a travaillé avec les placettes échantillons permanentes du Québec. Mais le gradient climatique qu'on observe pour le sud du Québec, il est relativement limité et ce n'est pas long que le climat qu'on va observer dans les prochaines années, bien, on ne l'observera pas dans nos placettes échantillons permanentes. Donc, depuis 1 an et demi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à assembler une base de données élargie, de placettes échantillons permanentes élargies. Donc, on a sélectionné 2 sources de données pour notre base pour constituer cette base de données-là. Il y a les données de MagPlot. MagPlot, c'est un projet, c'est pour Multi-Agency Ground Plot, donc c'est une initiative du gouvernement fédéral du Canada. Cette initiative-là vise à regrouper les placettes permanentes de différentes provinces ensemble. Donc, et tout ça sous un format unifié. Donc, ça permet d'avoir directement, une fois qu'on passe des ententes de partage de données avec le gouvernement fédéral et avec certaines provinces, si on veut avoir la coordonnée exacte des placettes échantillons, d'avoir une base de données avec des données de placettes permanentes de plusieurs provinces. Et la deuxième source de données, c'est le FIA, le Forest Inventory and Analysis Program des États-Unis. Donc, c'est l'inventaire
l'inventaire national américain. Ça couvre tous les États, c'est mesuré fréquemment sur une période de 5 ans. Et jusqu'à maintenant, les données sont toujours accessibles gratuitement sur le web. Donc, on a eu un projet en collaboration avec l'Université Laval pour assembler ces deux bases de données-là ensemble. C'est un projet sur lequel il y a Gigi Wang qui a fait le gros du travail dans ce projet-là. Il y a Loïc et Mathieu Bouchard qui ont également contribué. Donc, ça a consisté à récupérer les données, les assembler, également faire de la validation sur les arbres et les placettes et convertir les données américaines vers le format canadien. Donc, ça a quand même été pas mal de travail. Juste pour vous. L'anecdote, le cahier ou le livre explicatif de la base de données des placettes américaines fait plus de 1000 pages. Donc, il y a des tables et des tables et des tables. Donc, il faut un peu se démêler, retrouver le sens dans tout ça, puis ensuite convertir ces choses-là puis les amener aux bons endroits. Donc, tout ça, bien, ça nous permet d'élargir la base de données qui nous sert à calibrer les modèles. Si on regarde juste le nombre de placettes, au Québec, on a plus ou moins environ 13 000 placettes échantillons permanentes qu'on a, mais on a pu récupérer plusieurs milliers de placettes dans les provinces et notamment aux États-Unis pour avoir une base de données où on a environ 117 000 placettes échantillons. Pour les années de mesurage, donc toutes les années 2000 sont couvertes sur tous les territoires. Et le début va jusqu'en 1965 en Nouvelle-Écosse. Et pour les États-Unis, c'est 1999, parce qu'en 1999, il y a eu en fait une uniformisation de la méthode d'inventaire aux États-Unis à travers les différents États. Et on a choisi de partir de ce moment-là, plutôt que de se casser de la tête, d'essayer de remettre sous format des données plus anciennes qui provenaient des États-Unis. Ce qui est intéressant de voir, c'est également au niveau du climat, qu'est-ce qu'on couvre comme climat dans cette base de données-là par rapport à ce qu'on couvrait au Québec. Donc, au Québec, on avait des températures annuelles moyennes qui allaient de moins 4 à 7 degrés Celsius. Là, avec cette base-là, on va de moins 4 jusqu'à 25 degrés Celsius. Pour les précipitations, on avait 710 mm par année à 1640. Donc, on va de 500 jusqu'à 2200 mm. Donc, c'est sûr que pour les placettes qui sont le plus au sud, donc on a récupéré des placettes de 31 États, là, on va jusqu'en Louisiane, Georgie. Présentement, il y a peu de nos essences qui sont présentes dans ces territoires-là, puis il y a peu d'essences de ces territoires-là qui sont susceptibles d'arriver au Québec dans les prochaines décennies. Mais ça nous assure quand même de couvrir l'ensemble de l'habitat ou une bonne portion de l'habitat des essences qu'on a ici au Québec présentement et de celles qui sont susceptibles de s'en venir dans le futur. Donc, on peut voir ici, c'est une petite chenille qu'on a faite pour visualiser les données. Donc, chaque point ici, c'est un cluster de placettes échantillons permanentes. Et là, ce qu'on voit, c'est les placettes échantillons permanentes dans lesquelles il y a de la présence de sapins baumiers. Donc, on avait 25 000 entrées où on a la mesure de un sapin à un moment, à un mesurage. Et si on regarde les placettes du Québec, par rapport à ce qu'on retrouve dans la base de données élargie, on voit que la base de données élargie nous permet d'aller chercher des placettes quand même plus au sud, au Nouveau-Brunswick, au Maine ou dans les États limitrophes. C'est intéressant, mais c'est d'autant plus intéressant quand on regarde d'autres essences du sud du Québec, comme l'érable à sucre. Si on regarde l'érable à sucre, on se rend compte que finalement, au Québec, on couvre seulement, on est vraiment au nord-est de la distribution de l'essence, alors que le reste de sa distribution va beaucoup plus au sud. Donc, c'est encore plus gagnant à ce moment-là pour des essences comme l'érable à sucre où, vu qu'ils sont présents seulement dans le sud du Québec, la majorité de la distribution se situe à l'extérieur. Donc, on a accès à ces données-là qui sont dans des climats qui risquent de se représenter prochainement dans le sud du Québec. Donc, dans le futur proche, ce qu'on veut faire, c'est ajouter des essences au module de mortalité d'accroissement qui sont sensibles au climat. Donc, pour l'instant, les prévisions qu'on fait sont vraiment pour la forêt boréale avec les principales essences de la forêt boréale. On veut également prochainement intégrer des équations de recrutement. Une chose qui serait intéressante à voir aussi, c'est comparer les résultats qu'on obtient avec des modèles basés sur les processus. Il y a un projet que Frédéric Doyon, à l'Université du Québec en Outaouais, mène depuis quelques années.
Il travaille avec un modèle qui s'appelle Hétérophore, qui est un modèle basé sur les processus. Et cet hiver, il devrait produire des courbes de rendement pour des peuplements typiques de l'érablière à bouleau jaune, de la sapinière à bouleau blanc et de la pessière à mousse. Donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce que les prévisions peuvent converger ou diverger ou voir quel signal on est capable de capter. Et éventuellement aussi, ce qui pourrait être possible, c'est de passer à un intervalle de prévision annuelle pour l'accroissement en diamètre. Donc, c'est certain que quand on travaille avec des placettes échantillons permanentes, puis qu'on mesure des arbres et leur accroissement par période de 5 ans, bien, si on fait des relations de cet accroissement-là avec le climat, c'est le climat qu'il y a eu dans les 5 dernières années. Donc, les événements ponctuels sont un peu aplanis par le fait qu'on observe l'accroissement des arbres seulement à chaque 5 ans. Il y aurait peut-être moyen dans le futur, justement, en travaillant avec des cernes annuelles, d'aller plutôt vers prévoir notre accroissement sur une base annuelle. Ça amène certains défis. Ce n'est pas tous les arbres qui sont échantillonnés ou pour lesquels on a des cernes de croissance dans les placettes échantillons. Donc, il y a peut-être possiblement un certain biais de sélection qui peut se présenter. Puis peut-être également de la disponibilité de données pour certaines essences. Donc, je vais terminer en mentionnant que la modélisation de la croissance et du rendement des forêts a évolué dans le temps. On a vu qu'on a parti des tables de rendement, on a évolué vers des modèles de croissance. On essaie de les adapter pour répondre aux conditions actuelles et aux conditions futures. Puis, on continue à travailler en ce sens-là. Donc, en dernier, je voudrais juste remercier les collaborateurs. Isabelle Auger de la Direction de la recherche forestière, c'est vraiment une collaboratrice très, très assidue pour laquelle je travaille, qui est impliquée dans tout ce que j'ai présenté aujourd'hui. Steven Yamazaki au forestier en chef également. C'est avec lui qu'on a débuté les travaux pour essayer d'adapter le modèle Artemis au climat. Keith Volty, Sonia Watts à la DRF pour la base de données. Également, la direction des inventaires forestiers. Donc, sans inventaire forestier, on n'aurait pas de modèle de croissance. C'est eux qui maintiennent ces données-là, qui continuent le mesurage et qui le supervisent. Donc, c'est important de le reconnaître. Également, Ressources naturelles Canada pour les données de MagPlot et des collaborateurs externes également, Mathieu Fortin de Ressources naturelles Canada, Gigi Wang, Loïc d'Orangeville, puis Mathieu Bouchard. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Un, deux. Oui. Merci beaucoup, Hugues. On va passer maintenant à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Hugues? Oh, oui, des mains levées. On va commencer avec... J'ai une question. Tantôt, vous avez dit que le modèle Natura il a une meilleure prévision pour les sapinières que Artemis. Je n'ai pas saisi pourquoi, par exemple. On aurait tendance à penser que vu qu'on est à l'échelle de l'arbre, ça serait plus performant tout le temps, mais pourquoi dans certains cas, c'est mieux? Oui, non, ce n'est pas le cas tout le temps. Natura, en fait, il y a 2 variables qui vont être un proxy de l'IQS qui sont inclus dans le modèle. Donc, c'est l'âge des arbres codominants et dominants et la hauteur dominante. Donc, ça va faire qu'il va être capable de mieux... Donc, ça va augmenter sa précision de prévision, notamment pour les peuplements écouillens, où il y a beaucoup d'arbres qui sont regroupés dans des classes d'âge très, très plus restreintes. Et ça va également... Ce qu'on remarque, c'est que ça améliore ses prévisions également dans les peuplements pluvieux où on observe une décroissance du volume. Donc, c'est ces variables-là qui sont utilisées dans Natura qui vont être plus précis qu'Artemis. Pour les sapinières, j'ai dit les sapinières de l'Ouest parce que dans l'Est, on a des fois des peuplements, je pense, qui sont peut-être un peu plus hétérogènes. Et là, on a remarqué que Natura perdait un peu cet avantage-là face à Artemis. Pourquoi est-ce que dans Artemis, on n'utilise pas l'âge?
pourrais me demander pourquoi est-ce que l'âge n'est pas dans Artemis, pourquoi la hauteur dominante n'est pas dans Artemis. Mais parce que c'est une donnée qui est difficile à obtenir pour les forêts du sud du Québec. Donc, Artemis est souvent utilisé dans des érablières, dans des peuplements mixtes de bouleaux jaunes à sapin. Puis, l'âge est un petit peu moins représentatif de la dynamique des peuplements forestiers dans ce type de peuplement forestier-là. Donc, et souvent moins pour les érablières, entre autres, là, on classe souvent ça en jeunes irréguliers, vieux irréguliers ou jeunes inéquoiennes, vieux inéquoiennes. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas utiliser l'âge dans Artemis parce que cette variable-là n'était pas tout le temps disponible. Une question en attendant. Est-ce que Artemis Miniatura continue à être développé ou s'est arrêté, s'est figé? Non, il continue à être développé. Natura, Isabelle Auger travaille sur une nouvelle version de ce modèle-là. On travaille sur une publication pour une nouvelle version de Natura, dans lequel cette version-là, je ne sais pas si je m'avance trop, mais je ne pense pas, devrait inclure en fait l'âge depuis la perturbation d'origine. Donc, la direction des inventaires forestiers a fait un gros travail pour essayer de cartographier les âges d'origine des peuplements forestiers. Et donc, la prochaine version devrait intégrer cette variable-là dans ses prévisions. Puis Artemis, ben, tu vois, en 2021-2022, on a réajusté ces paramètres pour les principales végétations potentielles. Et là, jusqu'à date, là, on se concentre plus pour essayer de le rendre plus sensible au climat, puis plus à même de simuler dans un climat futur. J'avais deux petites questions. Une première qui est purement une anecdote. Peux-tu me montrer la carte pour le sapin baumier des données disponibles de placettes permanentes en Amérique? Oui. Oui. Ça, c'était l'érable à sucre juste avant. Oui. En bas à droite, là, tu as un trou. Ça, c'est-tu l'île au sable? Oui. La Nouvelle-Écosse, ils font de l'inventaire à l'île au sable. Je ne savais pas ça. Ils ont des coordonnées de placettes sur l'île aux sables. Wow, Et, okay. J'ai vérifié parce que j'ai remarqué la même chose que toi. Okay. Est-ce que ces coordonnées-là sont des erreurs? C'est une bonne question. Ça ne devrait pas parce qu'on a une entente avec la Nouvelle-Écosse pour avoir les coordonnées exactes de leur placette échantillon. Ça tombe sur l'île. Tu sais, ça va être un beau voyage de travail. Mais une autre question plus sérieuse cette fois. Au niveau de l'inventaire forestier au Québec, et justement toute la limitation des données de carottes qui sont prises, je sais qu'il y avait un travail qui était fait pour un peu mettre à jour le protocole d'échantillonnage des placettes permanentes et temporaires au niveau de la prise de la récolte de carottes d'arbres. Où est-ce que ça en est, ça? Est-ce que ça a été décidé? Est-ce que ça a été mis à jour? C'est une bonne question et j'ai malheureusement pas la réponse. C'est des choses... je ne pourrais pas te répondre là-dessus. Tu as été impliqué dans les conversations autour de cette mise à jour-là? Il y a eu... j'ai été impliqué dans ces conversations-là, mais pas spécifiquement sur l'aspect des carottes. OK. Ouais. Merci. Deux questions? Dans la foule? Non? Ben oui. En attendant, est-ce que vous intégrez l'erreur dans vos estimations après avoir fait les simulations utilisées Artemis puis Natura? Comment c'est géré l'erreur? Oui, il y a possibilité de le faire. Artemis, on peut l'utiliser soit en mode déterministe ou en mode stochastique. Donc, si on l'utilise en mode stochastique, c'est des simulations de Monte-Carlo qui sont faites. Donc, on spécifie au modèle le nombre d'itérations qu'on veut faire. Et à chaque itération, la valeur des paramètres va changer selon une matrice de variance-covariance, puis également des effets aléatoires de placettes qui vont s'appliquer. Donc ça permet de suivre l'erreur de prévision des modèles. C'est ça. Puis on travaille également, il y a quelque chose, je ne l'ai pas présenté aujourd'hui, mais avec Mathieu Fortin de Ressources naturelles Canada, pour faire justement des courbes de rendement qui intègrent cette erreur-là. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des simulations dans lesquelles on va avoir, avec Artemis, par exemple, des simulations stochastiques où chaque strate d'aménagement va être simulé avec son erreur. Et par la suite, on va passer, en fait, c'est un modèle bayésien qui va se baser sur, qui va entre autres prendre en compte
l'incertitude liée à l'évolution de chacune de ces strates-là pour faire la courbe d'évolution. Donc, on travaille à produire ces courbes de rendement-là, puis éventuellement, mais ces courbes de rendement-là vont être disponibles aussi sur le web, puis on peut interroger le serveur à l'aide d'un client R. Je me demandais, c'est quelle variable climatique que vous utilisez? Est-ce que c'est comme juste les températures annuelles ou vous y allez comme mois par mois, comme Oui. sachant que les températures C'est très variable, ça dépend du module, ça dépend, comme dans le papier de Loïc, tu me corrigeras Loïc si je me trompe, mais il y a beaucoup le Climate Moisture Index qui est utilisé. Puis pour la période estivale, je pense que c'est de mai à septembre, quelque chose comme ça. Dans l'article de Gigi Wang, je ne me souviens plus, il y a également des variables périodiques comme ça. Donc, pour faire simple, pour avoir une réponse simple, non, ce n'est pas seulement la température annuelle moyenne et les précipitations annuelles moyennes, mais ça va varier en fonction du jeu d'équations et même parfois de l'essence pour laquelle on fait les prévisions. Il y a des températures, il y a plutôt des variables climatiques qui s'appliquent sur des périodes de l'année, comme par exemple la période estivale. Puis est-ce que ça varie aussi en fonction de comme où dans le gradient climatique la placette se situe, mettons? Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on calibre les relations, on va chercher la moyenne du climat pour la période d'observation. Donc, par exemple, si tu as une placette échantillon, si tu veux modéliser la mortalité, le risque de mortalité des érables à sucre, puis tu as une placette qui est située, mettons, proche de Sherbrooke, puis que tu as une mesure qui s'est faite en 2000 puis une autre en 2010, bien, tu vas prendre, mettons, la moyenne du climat qu'il y a eu à Sherbrooke entre 2000 et 2010, puis tu vas l'attribuer au risque de mortalité de cette placette-là. C'est toujours relatif à la placette. Oui, tout à fait. Ouais. Emmanuel, est-ce qu'il y avait des questions dans la foule, en ligne? Non? Non? OK. Est-ce que dernier appel pour des questions? Oui. Oui. Pas de gêne. Pas de gêne. Je me demandais au niveau des modules qui sont sensibles au climat, pour les projections climatiques qui sont utilisées, est-ce qu'il y a moyen à ce stade-ci d'utiliser différents paramètres, par exemple de scénarios d'émissions, ou de voir utiliser différents modèles de circulation globaux? Oui. C'est sûr que dans l'application Shiny que j'ai présentée, on a seulement le RCP 4.5 puis 8.5 parce que c'est ce que Biosim nous fournit. Mais par contre, il y a moyen de donner à l'application, d'arriver dans l'application avec nos propres données climatiques. Donc, il s'agit d'avoir la placette, le numéro de placette échantillon, avec l'année, avec une liste d'années et des variables climatiques. Donc, à ce moment-là, tu peux prendre directement les données que tu auras simulées avec, ça peut être, je pense qu'il y a Nuspline, il y a différents modèles qui permettent de générer des données climatiques. Et oui, c'est possible de le faire. Donc, finalement, les modules, eux, sont calibrés avec des observations de climat. Quand on veut faire des simulations dans le futur avec des projections de climat, bien, il s'agit d'avoir les mêmes variables, mais la provenance de cette variable-là, de quel modèle, tout ça, ça peut être très, très variable. OK. On avait une main levée tantôt sur Zoom, mais la main est rebaissée. Fait que j'imagine que la question a été répondue. Ça va être terminé. Merci. Merci encore, Hugues. J'ai vraiment apprécié la partie historique aussi pour arriver au modèle d'aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Puis des travaux surtout intégrés en plus. C'est winner. Tu m'as gagné déjà. Non, je suis bien content de la présentation et l'assistance aujourd'hui. Il y avait plusieurs personnes qui sont venues. Toujours apprécié. Merci encore, Hugues, de ta visite. Plaisir, merci. Merci encore. Merci d'avoir écouté.